Bob, s'il vous plaît, le réalisateur. Avant de commencer cette rencontre, j'aimerais remercier Kino Vista, le distributeur, et Joker Screen à la programmation. Je vais poser les premières questions, et puis après je donnerai très vite la parole à la salle. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le film. Le générique est assez long, ça fait un peu un sas de décompression. Non, la première chose que j'ai envie de te demander, c'est la question la plus bête, la plus simple, c'est d'où t'es venue cette idée. Et puis je crois comprendre que tu as des enfants. Est-ce que tu t'es inspiré de... Est-ce que tu as des enfants qui ont des pouvoirs paranormaux? J'ai même deux chats, hein. Donc je dis que je te dis en attendant là, que j'ai un peu honte de cette générique très longue. La chose la plus importante, c'est à la fin où on dit qu'il n'a pas d'animaux qui ont été maltraités dans le tournage. Mais quand je l'ai vu passer, c'est bien sûr c'est norvégien, donc, mais le chat va bien. Et oui, j'ai des enfants et on n'a pas encore découvert des pouvoirs surnaturels, mais ça peut venir, ouais, on ne sait jamais. Et en plus, les adultes ne se rendent pas compte toujours. Sérieusement, l'idée m'est venue parce que je pense je suis devenu père et je suis redevenu curieux. Je m'intéressais à nouveau à l'enfance parce que moi, j'avais jamais ce côté nostalgique par rapport à l'enfance. Je voulais devenir adolescent et puis adulte, et puis j'ai un peu oublié tout ce qui était derrière. Mais quand j'ai eu mes enfants, j'ai pu me rappeler un peu à quel point c'est différent d'être enfant, on voit le monde, on perçoit le monde d'une manière radicalement différente. Et quand je regarde mon fils qui joue, qui fait quelque chose, d'un coup ça déclenche un souvenir chez moi. Et j'ai un moment, je ressens un peu les émotions fortes que je ressentais enfant, mais ça disparaît tout de suite parce que c'est pas un état, ça n'a rien à voir avec la vie d'adulte. Et je pense que ça aurait été intéressant de faire un film où j'essaie d'entrer dedans, dans le monde secret, fermé des enfants. Et justement, sur cette question d'enfant, pardon, on n'a qu'un seul micro. Je vais essayer de porter la voix. Sur cette question d'enfant, il y a un truc qu'on sait, qui est connu, c'est quand on fait un film avec des enfants, il ne faut pas se planter sur le casting, et même qu'il ne faut pas se planter sur le casting des parents des enfants. Comment ça a été Est-ce que tu as rencontré beaucoup d'enfants et comment est-ce que tu as pu faire tes choix? Et la deuxième question, c'est par rapport à la direction d'acteurs. Les enfants jouent tous très très bien. Enfin, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je trouve qu'on est vraiment avec eux, on est dedans, quelles que soient les émotions qu'ils traversent. Et comment est-ce que tu as dirigé tes très jeunes acteurs et actrices pour ce film? Donc, d'abord la question de casting. Moi, quand j'écris un film, je m'interdis de penser à des problèmes pratiques, parce qu'on apprend assez vite quand on fait des films qu'il y a des choses qui sont difficiles. Et si on pense trop en écrivant, c'est trop contraignant. Il faut se laisser libre pendant l'écriture. Et donc, c'est pour ça que j'étais dans la situation où j'avais écrit un film avec 4 enfants assez jeunes, hein, dans les rôles principaux, et un chat aussi. Et il ne faut jamais tourner avec des enfants et des animaux. Donc, je savais que sera le défi du film, sera de trouver ces enfants. Et si un des 4 n'était pas à la hauteur, le film sera raté. Donc, on a vraiment mis du temps, et la productrice elle comprenait aussi que c'était vraiment important. Donc on a mis pas mal de l'argent, de notre budget, on a mis dans le casting, on a travaillé pendant plus qu'1 an pour les trouver, pour travailler avec eux, pour vraiment faire des ateliers de direction d'acteurs. Ils n'étaient pas issus du milieu du théâtre ou du cinéma, ils n'avaient pas d'expérience déjà? Il avait l'acteur, le garçon, il avait fait un peu de théâtre pour enfants, mais il n'avait pas tourné quoi que ce soit, c'était la première fois. Mais si on trouve des enfants qui ont déjà fait des choses, souvent ils sont déjà trop vieux
Ça passe énormément vite. Et je vois des images qu'on a filmées au début du casting et à la fin du casting. Et ils sont changés énormément. Et donc il faut faire vite. Donc il faut prendre son temps pour les trouver, mais pas trop longtemps non plus. C'est difficile, hein, les enfants aussi pour ça. Mais donc on a essayé vraiment de faire un bon casting pour les enfants. Ça veut dire que d'abord on cherche d'abord les enfants, puis les adultes. Souvent au cinéma, et je crois que c'est aussi pour ça qu'on voit tant d'enfants dans des films et des séries qui jouent mal, parce qu'on choisit un comédien et on cherche le comédien enfant. Donc il faut d'abord qu'il se ressemble. Et déjà là, on a vraiment un choix à 13-3. C'est très difficile de trouver des bons acteurs. Ou c'est une famille. Il y en a déjà les parents. Donc là, on voulait vraiment faire l'inverse, trouver d'abord les enfants. Et aussi, j'avais décidé dans mon scénario c'était 2 frères, par exemple. Et je me suis dit, il faut juste trouver des enfants intéressants et puis voir après si on peut trouver, si ça va avec le scénario, s'il faut changer. Donc, quand on trouve cette actrice qui joue aussi bien autiste, je changeais le personnage d'un garçon de 12 ans à une fille de 10 ans qu'elle a eu le rôle. Et en fait, tous les 4 ont changé soit le sexe ou l'ethnicité parce qu'on cherchait partout. On voulait vraiment trouver les meilleurs. Rien n'était gravé dans le marbre au moment de l'écriture? Non. Bien sûr, j'avais des idées qui est important pour moi, mais dès qu'on voit, comme cette actrice qui joue l'autiste, et on voit ça, ça c'est une inspiration énorme. Donc on peut tout changer pour avoir un talent pareil dans son film. Mais si je me suis dit, il faut chercher que des garçons, on ne l'aurait jamais rencontré. Et justement, sur la direction d'acteurs, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots sur comment est-ce que tu les as dirigés? Oui, d'abord, on a travaillé avec eux comme des vrais comédiens. On n'a pas fait des trucs où on les amène sur le plateau et puis on met en scène un peu comme ça, à l'improviste, on chope des images et où on crée des surprises pour avoir des vraies réactions. Il ne faut jamais les surprendre, il faut tout raconter, il faut aussi les apprendre à jouer pas comme des professionnels, parce que quand même c'est des enfants, mais on les a appris vraiment le métier de jeu d'acteur en fait. On a fait un atelier pendant plusieurs mois et on s'est vu tous les semaines. Cette semaine on travaille la peur, la semaine d'après on travaille la colère ou la joie ou toutes les émotions nécessaires pour jouer dans le film. Et en fait, quand on a commencé le tournage, c'était super bon. Dès le premier jour du tournage, on n'a pas eu de problème du tout. Donc c'est comme tu as dit au début, il faut bien les choisir en fait. Donc si on trouve les bons, c'est très facile. Mais ça va aussi pour les adultes. Hein. C'est ça la direction d'acteur en fait, c'est surtout de faire un bon casting, de faire le bon choix pour le rôle. Mais c'est un vrai plaisir de travailler avec eux. Mais pas le chat. Donc il ne faut pas tourner avec les chats. On ne peut pas les diriger. Et dernière question avant de passer la parole au public. Dans la progression de l'intrigue, il y a quelque chose de très crescendo. Comment est-ce que tu as maîtrisé cette tension qui doit venir de façon graduelle, mais qui doit quand même venir? Est-ce que c'était des choses qui étaient très écrites ou tu as adapté en fonction de feeling que tu as avec les enfants, etc. Comment tu as distillé cette tension qui arrive? C'était assez, c'était pas évident de créer cette tension parce que déjà moi je voulais faire un film sur l'enfance. C'était plus important pour moi de faire un film sur l'enfance que de faire un film qui fait peur. Donc pour moi c'était important que ça passe. C'est l'été, donc il fait beau, il y a du soleil donc on pouvait pas vraiment. Il n'y a pas le peur de noir, par exemple, qu'on trouve dans presque tous les films de genre, et ça marche à chaque fois, c'est un truc primal.
Mais là, il fallait que le malaise s'installe d'une autre manière. Et aussi, souvent dans des films de genre, je ne sais pas si j'en ai fait un là, mais je les aime bien, mais souvent c'est des, comment dire, il y a une force maléfique dans le monde, il y a un truc très, je sais pas, catholique, chrétien. Donc on peut commencer le film avec un vrai coup parce qu'il y a une force extérieure. On achète une poupée comme ça qui a l'air pas mal, mais ça se voit tout de suite qu'il y a un truc qui ne va pas. Et donc on voit ça se passe dans une scène, et puis on suit la famille principale, où la fille de la famille achète la même poupée. On ne sait pas ce qui se passait. Et moi, je ne crois pas en fait à cette... Comment dire, le mal, c'est qu'un mot pour décrire des pulsions différentes qu'on a tous en nous. Donc moi, je ne pouvais pas commencer comme ça. Il n'y a pas de mal dans le film, sauf ce qui vient des personnages pour moi. Donc il faut que ça se construise au fur et à mesure du film. Et aussi, mais ce qui était vraiment le but dans cette construction de tension, c'est la séquence finale qui m'est venue assez tôt. Et je voulais qu'à la fin, il y a un sorte de bataille où les enjeux sont énormes. C'est la vie ou la mort. Et les spectateurs le savent. Et les enfants aussi. Mais les adultes, ils passent juste à côté en parlant de n'importe quoi. Et ils ignorent complètement ce qui se passe. Donc ça voulait aussi dire qu'il faut que ce qui se passe soit assez subtil quand même. Parce qu'ici, il y avait genre une grosse explosion de toutes les fenêtres d'un immeuble qui explose. La scène est terminée parce que là, tous les adultes réagissent et c'est autre chose. Et en plus, on a vu ça dans énormément de films. Donc je me suis dit, bon, il faut pas jouer ce jeu-là. Il y en a pas mal d'autres films qui le font. Il faut rester plus subtil, plus intime, plus... je ne sais pas si on peut dire plus réaliste, parce que c'est pas réaliste, mais plus proche du personnage. C'est quelque chose qui t'a animé, ça, cette dualité entre un récit réaliste, terre à terre, et plutôt fantastique, grandiloquent. Est-ce que au moment de l'écriture, tu t'es dit, ah non, là, je vais trop loin, ou au contraire, je vais pas assez? Il y a des garde-fous que tu t'es mis vis-à-vis de ça? Non, pas vraiment. En fait, je travaille de manière assez intuitive par rapport à ça. Je ne m'oblige pas de dire, bon, maintenant je fais un film de genre, ou maintenant je fais un drame. Je suis un peu mes intuitions, et je fais le film que j'aurais aimé faire voir au cinéma. Et deux fois, je me dis, bon, je m'intéresse peut-être trop à ce drame entre les deux sœurs, où l'aînée autiste, et les parents s'intéressent beaucoup plus à elle que la plus petite. Donc il y a toute une histoire de jalousie. Et je m'intéresse beaucoup de psychologie de personnages, tout ça. Donc je me suis dit, peut-être il y aura des fans de cinéma de genre qui décrochent, mais je crois que si je fais, vraiment honnêtement, je fais ce que je trouve intéressant, il y aura des autres qui le trouvent intéressant aussi. Il y a une première question dans la salle? Godberg, je vais essayer de dire bonjour, bonsoir. Godberg. Godberg. Ah, c'est comme monsieur Edouard. Merci pour ce film. Et moi, ça m'a fait penser à Jeux interdits, un film français qui parlait de la Seconde Guerre mondiale, qui était tourné, qui se passait pendant la Seconde Guerre mondiale. Et les enfants, ils tuaient des cafards, des trucs comme ça, vous voyez, des petites bestioles. Qui étaient des croix, et ça m'a fait penser à ça, quoi. Je pensais à un film français, Jeux interdits. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui. Et pour prolonger la question de madame, est-ce que tu as des inspirations avant de faire ce film très franche? Tout à l'heure, tu as dit que tu te refusais à regarder les films fantastiques qui allaient dans ces directions-là. Est-ce que tu avais des choses vers lesquelles tu voulais aller au contraire? Je connais ce film, et c'était pas une inspiration directe, mais je crois que pour les thèmes qu'il a, sorte de monde secret,
dans lequel aussi la cruauté des enfants. La cruauté est inspirée par la cruauté des adultes qui font la guerre. Dans ce film-là, c'est évident, oui. Là aussi, parce qu'on voit qu'ils sont dans des familles monoparentales, vous voyez? Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je comprends. Monoparentales, ils ne peuvent pas avoir le schéma père-mère comme tout le monde devrait avoir, mais malheureusement, il y a de plus en plus de familles monoparentales dans le monde. Moi, je pense que, bien sûr, s'il y a une famille où les parents ou le parent ne sont pas des bons exemples ou maltraitent leurs enfants, bien sûr, il y aura des problèmes. Il y aura une empathie qui s'évolue beaucoup plus lentement, par exemple. Mais je crois que la cruauté, c'est dans tous les enfants. Et c'est pas uniquement dans les ouais. Je crois que c'est un trait humain, en fait. Et quand je parle autour de moi, quand je fais des recherches, quand je pensais à mon propre enfance, tout le monde, presque tout le monde, a des petites histoires de cruauté envers des animaux ou des autres enfants. Et c'est assez commun, je trouve. Quand il s'agit de références, en fait, en faisant ce film, j'ai travaillé assez longtemps sur ce film. Je pensais que j'étais en train de faire un film sur la magie de l'enfance, en fait. Et le côté surnaturel est venu de ça. Et puis je commençais à parler du film à ma productrice, par exemple. Je commençais à raconter un groupe d'enfants qui découvrent des pouvoirs surnaturels. Et c'est à ce moment-là que je me rends compte que le synopsis, c'est un peu comme tout ce qui se fait en ce moment. Tous les séries Netflix, des films, c'est des pouvoirs surnaturels, des jeunes qui les découvrent. Et j'ai eu peur. Est-ce que je suis en train de refaire les mêmes choses que tout le monde? Mais je pensais que je fais quelque chose qui peut passer juste à côté de ces clichés-là, parce que je fais un film sur l'enfance. Donc, la plupart des films super-héros, c'est des films d'ado, de découvrir sa puberté, son sexualité, ses muscles, tout ça. Et c'est pas du tout ça ce que je fais. Donc je voulais pas revoir tous ces films. J'ai revu des classiques de cinéma d'enfance. Donc c'est peut-être pour ça que j'ai vu ce film, ou j'ai pensé à ce film aussi, les Jeux interdits, c'est ça, non, le titre? Les Jeux interdits. Mais aussi les componettes de Jacques Théroyon, où il a fait jouer une fille de 5 ans. Et c'est sublime. Et on voit ils ont fait un documentaire, on voit que c'est pas très facile, mais il arrive. Et c'est magnifique. Et ça donne envie. Et ça me rappelle que le visage d'un jeune enfant qui joue bien au cinéma, c'est un truc hyper fort. Et je me dis, bon, peut-être ça t'a conforté dans ouais, ça m'a conforté, ouais. Parce que ça faisait peur. De tourner avec des enfants? Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que soit vous avez la voix qui porte? Super. Non, j'aurais pu le déplacer. Je vais revenir sur ce que vous venez de dire déjà. Vous avez fait des choses que j'aime beaucoup dans les films, à savoir il y a ce côté fantastique qui est très présent, et en même temps c'est pas vraiment un film fantastique. Je trouve ça super que ce soit voilà, vous ayez pris un thème qui est normalement dominant dans les films fantastiques justement, mais en le mettant au second temps presque. Ça, c'est super, et merci beaucoup pour le film. Et tout à l'heure vous avez dit que vous travailliez avec Joachim Trier, enfin Joachim. Ouais. C'est moi qui l'ai dit en intro. Oui, c'est lui qui a fait Thelma, n'est-ce pas? Oui. Vous avez travaillé sur Thelma aussi? Oui, tous les films de Joachim, on est copains depuis qu'on avait 18 ans, et on a fait tous ces courts-métrages, longs-métrages ensemble. Ok. J'y pensais en regardant le film un petit peu, en espérant que c'était bien ça, du coup. Je ne faisais pas des parallèles, c'est ça. Je pensais notamment un peu à l'idée que j'avais vu dans Thelma de volonté propre, enfin de free will, on va dire en français, de libre arbitre, avec un peu justement
la façon que le personnage de Ben avait contrôlé les autres enfants. Ça m'a rappelé un peu voilà, les thèmes de Thelma, où c'est peut-être un peu plus subtil dans Thelma, mais cette façon d'attirer les gens vers elle, on ne sait jamais vraiment si c'est quelque chose de consenti, ou si c'est quelque chose de passif. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous avez pensé en écrivant un film Je n'ai pas trop pensé à Thelma pendant l'écriture, mais en fait, j'ai eu l'idée, dans l'époque où on allait écrire Thelma, on n'avait pas encore trouvé l'idée de Thelma, mais on savait que cette fois-ci, on voulait essayer d'écrire un film, plus faire le film fantastique, pour voir ce que ça donne, parce qu'on adore ce genre de cinéma, on n'en avait jamais fait. Et quand moi et Joachim travaillons ensemble, on n'a pas d'idée au début. On se met ensemble et on parle de cinéma, de tout, et on se lance de petites idées au moment que ça vient. Et moi, à un moment, je sens qu'il y avait un groupe d'enfants qui jouaient ensemble, et dans le jeu, il se passe un truc magique, un truc inexplicable, et puis ils rentrent chez eux et la magie n'est plus là. C'est le réalisme, le quotidien. Et on se pose la question, est-ce que c'est pour le vrai, ou est-ce que c'est leur imagination? Et je lui dis, bon, peut-être ça aurait été intéressant de faire un film où c'est pour le vrai, cette magie-là. Et Joachim, qui n'était pas père à l'époque, ou je ne sais pas pourquoi, mais ça ne l'intéressait pas trop, donc ça tombait par terre comme des milliers d'idées. Hein. C'est pas très dramatique quand on travaille ensemble. Mais ça m'est revenu après, et je l'ai repris. Donc forcément, c'est pas étrange s'il y a des choses similaires dans les deux films. Est-ce qu'il y a une autre question? Allez-y, madame. Vous voulez le micro? Comment? Est-ce que vous souhaitez le micro? Non, c'est pas la peine. Allez-y, je vous en prie. Je voulais vous dire qu'il y a une super progression dans le film. Et en fait, au début, c'est très violent l'histoire du chat. Là. Ça met mal à l'aise et ça scotte. Et après, en fait, on rentre dans l'histoire et on voit que ce gosse a un pouvoir et tout. Et moi, ça m'a fait penser, puisqu'on est dans les comparaisons, au Shining avec Jack Nicholson. Parce que le gosse, il a ça aussi, l'enfant, et il appelle le grand Black, je ne sais plus le nom de l'acteur, qui vient à son secours, et il y a ce parallèle-là, ce pouvoir-là, et ça m'a fait penser à ça dans votre film. Et je trouve ça très intéressant, le rapport de la petite fille autiste, là, qui est complètement dans sa vie, avec l'autre copine. Aïcha. Et c'est vraiment formidable parce qu'elles ont un langage entre eux, elles ont ce langage-là. Et donc elles communiquent. Alors qu'on sait bien que les enfants autistes, c'est hyper difficile de rentrer dans leur vie. Et ça, c'est très émouvant en même temps. Et je trouve ça très fort. Bon, merci. J'en prie pour rebondir. Allez-y. D'où vous est venue l'idée de l'animal, du sacrifice de l'animal? Le chat? Oui. Oui, il a des petits le verre, comment dire, médecin, ouais. Il a des fourmis. Ouais, mais là, bien sûr, c'est le plus choquant. Je crois que ça m'est venu en fait, pour vous dire un petit secret. Quand j'ai revu un peu les classiques du cinéma, j'ai vu un film de Piala qui s'appelle L'enfant sauvage, donc c'est ça le titre, où il a une scène comme ça. François Truffaut. C'est l'enfance nue, ça. L'enfance nue, c'est ça, oui. L'enfance nue, c'est le titre. Désolé. L'enfance sauvage, c'est Truffaut ici. Donc dans le film de Piala, il y a une scène un peu pareille. Et ça m'a choqué quand je l'ai vu. Et c'est filmé chez Piala avec une distance, comme si c'était une chose que c'était rien, quoi. Il n'a pas de mise en scène pour dire que maintenant il y a du
d'interdit qui se passe, c'est filmé très simplement. Au moment que je l'ai vu ça, j'ai m'identifié un peu aux enfants parce que ça se passe le moment que tu comprends c'est ce qui est en train de se passer. Je me suis dit bon mais moi j'aurais pu penser oh ça aurait été intéressant de voir si un chat tombe sur les pattes comme ça. On aurait pu faire un truc complètement sauvage comme ça parce que enfant on oublie les conséquences. Même si on est un enfant assez sage, avec de l'empathie, tout ça, on peut vraiment faire des choses pareilles. Et ça m'a choqué. Et donc je me suis dit, parce que j'étais déjà en train de dire que bon, si c'est des enfants avec des pouvoirs, ça va avoir des conséquences. Et cette expérimentation de transgression que les enfants font, je pense que c'est parce que on cherche à trouver sa limite, en fait. Parce qu'on transgresse un peu la morale de nos parents, parce qu'on ne peut pas passer la vie à faire ou pas faire de choses, parce que ouais, notre mère a dit qu'il ne faut pas le faire. À un moment, il faut faire la chose interdite et ressentir si ça sent, comment dire, si on se sent coupable ou s'il il faut aller plus loin pour trouver sa limite. Et je trouve cette scène et la violence de cette scène essentielle parce que là, il y a le personnage principal, elle trouve sa limite. Mais il y a un autre qui l'a pas encore trouvé. Et je trouve ça vraiment au cœur du sujet du film. Et donc je trouve ça nécessaire. Sans ça, le film n'aurait pas été. Je pense, oui. Je pense que c'est aussi, à ce moment-là aussi, le film devient un truc, comment dirais-je, on peut pas, tout peut se passer dans le film après ça, d'une certaine manière. Donc ça libère toute l'histoire, d'une certaine manière. Bien sûr, ça crée un malaise, mais aussi de l'inentendu, mais c'est pas gratuit, j'espère, parce que c'est vraiment au cœur du sujet du film. Est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être allez-y, et puis monsieur, reprenez la parole. Oui, bonsoir. Bonsoir. Ça m'a fait penser parfois à un manga qui s'appelle Domu, Rêve d'enfant. Katsuhiro Otomo, c'est l'auteur de Bien la sûr, c'est la référence la plus importante pour le film. Donc il a des scènes qui s'inspirent assez directement. C'est pas la même chose, mais si on connaît le manga, c'est ça. Et c'est aussi en fait une référence pour moi et le chef-op. On a regardé ce style de Otomo dans ses dessins. Et c'était... Mais c'est que ça se passe déjà dans une barre d'immeuble, et cet affrontement psychologique entre deux personnages, notamment une petite fille, effectivement, bon, après avec un vieux monsieur. Oui, un vieux monsieur, c'est ça. C'est là où ça change beaucoup. Et pour moi aussi, ça se mélange aussi avec cette histoire d'autisme, mais aussi de mes propres souvenirs d'enfance, de vivre dans un immeuble un peu pareil, avec les forêts juste à côté. Et comment dire, on est dans un appartement avec les parents juste à côté. On sort, il y a des adultes qui passent, et puis on entre dans les forêts, on va à 20 mètres et on est tout seul. on peut jouer, expérimenter, mais on est loin des adultes. Allez-y, monsieur. Non, mais du coup, moi, c'était sur ce que vous disiez avant, c'est encore pertinent, mais pour revenir juste sur la scène du chat, il y a ce moment où c'est violent et en même temps, je ne sais plus à quel moment exactement, mais je sais pas si, je crois qu'on ne sait pas encore si le chat est mort ou non, et Ben est en train de pleurer. Et je trouvais ça a un côté un peu curieux. Alors, plus tard, quand on voit pleurer, on se rend compte peut-être que c'est des larmes de colère, que de tristesse.
c'est aussi intéressant parce que du coup, on voit aventurer et énervé, c'est alors au travers. Pour moi, c'est peut-être pas juste pour se battre, mais c'est intéressant qu'il y ait peut-être un équilibre qui était amené par la personne Moi, je crois que Ben, c'est vraiment un enfant très solitaire, très triste, qu'il pleure des vraies larmes. C'est comme ça que je le vois, mais il a vraiment je crois c'est pas un sociopathe qui n'a pas d'empathie du tout. Mais c'est vraiment on et off, quoi. Donc il peut avoir un moment comme ça où on dit oh mais le pauvre chat et puis ça change d'une seconde à l'autre. Et déjà chez les enfants on voit ça tout le temps qu'ils changent d'une émotion à une autre à un moment comme ça. Et pour nous les adultes ça a l'air c'est un truc bizarre, parce qu'on ne peut pas les suivre dans ces changements abrupts comme ça. Mais je trouve que c'est très, très enfantin. Et c'est aussi ça qui les rend fascinants à regarder souvent. Parce que c'est vraiment c'est un psychologie qui accélère, qui va beaucoup plus rapidement que chez les adultes. J'ai une question, en fait, deux questions en une seule pour toi. J'aimerais qu'on aborde avec toi l'aspect visuel et l'aspect sonore du clip. Je trouve que c'est par ces deux biais-là, tu démarques vraiment des productions actuelles. Visuellement, tu disais que tu voulais éviter à tout prix les séquences de nuit, et donc du coup on a ces séquences de jour qui durent, avec cette lumière qui est presque irréelle et qui renforce, selon moi, cette impression de confinement où on est oppressante. Donc je voulais, première question, comment tu as travaillé avec ta chef opératrice? Auteur, pardon. Ouais. Et deuxième question, au niveau de la musique, le film est très économe en musique. Elle arrive à des moments précis, et puis elle se tait, et puis après elle revient peut-être 10-15 minutes après. Et pareil, comment est-ce que tu as conçu le design sonore du film? Comment est-ce que tu as travaillé avec tes compositeurs, etc. Donc d'abord le chef-op. Le chef-op, il s'appelle Sturla Brandt Grövelen. C'est pas un nom facile, mais il faut le retenir parce que c'est vraiment son premier. Il est norvégien, mais c'est son premier film norvégien. Il a fait le film de Thomas Winterberg, que j'imagine que Drunk, qu'il a fait juste avant le mien. Il a fait Victoria, un film allemand qui se tournait tout en plan séquence. Plan séquence, tous les films sont de 2h20. Tranquille, ça va. Tranquille, oui, il a gagné le Lux d'Or pour son travail sur ce film. Donc c'est vraiment quelqu'un de très très doué. Mais ça se voit dans le film parce que, pardon, je t'interromps, mais vraiment l'aspect visuel du film est très présent. Tout à l'heure, madame parlait des immeubles, cette façon de filmer. Et je suis très curieux de savoir comment est-ce que vous avez travaillé ensemble. Bon, déjà, il est d'accord avec moi que l'aspect visuel, ça vient des décors. Donc, presque aussi important que trouver ses comédiens, c'est de trouver des décors où on peut faire ces plans, où il y a un aspect visuel qui va dans le sens du film. Et donc, c'est tout ce travail qu'on a fait pour trouver cet endroit-là et comment le filmer. Et aussi, on a parlé beaucoup comment dire, d'être avec les enfants tout le temps. On n'est jamais à 2 ou 3 plans près, on n'est jamais avec un adulte dans le film. Donc c'est vraiment important. Bon, déjà, la caméra elle à l'auteur des enfants, mais c'est aussi, on ne peut pas rester à l'extérieur, comme on fait souvent quand les enfants jouent, on met en scène un peu comme ça, et on reste à l'extérieur avec une longue focale pour que ça ne fasse pas peur aux enfants d'avoir une caméra tout près. Donc on se dit, bon, non, dans ce film, il faut vraiment être dans le cercle avec les enfants. Donc avec ce tour-là, on travaillait avec les jeunes comédiens pour qu'ils s'habituent à lui, pour qu'ils puissent vraiment être tout près. Parce que je voulais qu'on sent la peau, qu'on voit les mains qui touchent, parce que l'enfant
découvre le monde autant avec le toucher qu'avec ses yeux. Donc ces gros plans des mains, tout ça, c'était très très important et il fallait trouver du temps dans le planning parce que c'est pas ça qui fait avancer l'intrigue. Donc ça prend du temps et pour l'équipe, ça peut avoir l'air de servir à rien, mais on savait que c'est vraiment ça qu'il fallait parce qu'il faut créer quelque chose de sensuel. Encore une fois, c'est beaucoup plus important pour moi que d'évoquer un peu la sensation d'être enfant que de faire comment dire, un film efficace qui fait peur. Donc déjà là, dans l'étalonnage, des couleurs de peau, de comment filmer, de ce qu'on trouve important à filmer, c'est déjà très très différent la plupart des films de genre, ou des films de genre que j'ai vus au moins. Et après, on se dit, on va essayer de faire des gros plans très près des enfants, et puis des plans très larges pour voir aussi ce qui se passe autour des adultes qui ne voient pas, le vent dans les arbres, et je trouvais cette juxtaposition, c'est ça? Oui, ce contraste. Ouais, contraste entre ces gros plans, des plans larges, c'était intéressant. On pouvait éviter un peu des plans un peu mous, qui juste captaient ce qui se passait. Donc ça, par exemple, c'est des questions qu'on s'est posées. Il y avait et pour le son, c'était vraiment une histoire de comment créer une sorte de malaise, parce que c'est quand même, c'est assez lent au début, ça prend son temps, mais il faut quand même préparer aux gens de ce qui va suivre. Et déjà, côté visuel, hein, même si c'est l'été et il fait beau, c'est tout vide, parce que tout le monde est parti, donc il y a déjà cet aspect-là un peu étrange, de voir ces lieux qui auraient dû être remplis des enfants, des gens, tout vide. Mais on a aussi fait en sorte que, avec le mixeur, on a créé une sorte de musique en ralenti. C'est la musique du compositeur qu'on a vraiment mis très très ralenti, et ça a mélangé, on l'a mélangé avec le son réaliste, donc ça s'entend pas vraiment, mais on sent qu'il y a quelque chose. Et ça, au lieu de faire juste le truc de base, le son grave qu'on a tout le temps dans le film, qui font peur, et ça marche toujours, mais au bout d'un moment, ça fatigue. Donc on voulait que ça soit plus vivant comme tension. Et pour la musique, en fait, il a pas mal de musique, surtout dans la dernière partie du film, mais je trouve souvent que c'est ce qui crée le plus de tension, c'est d'arrêter la musique. Donc on peut avoir de la musique jusqu'à un certain point, et puis on l'arrête. Et moi, je suis dans une salle de cinéma, et à ce moment-là, j'écoute, quoi. Je sais que voilà, il y a quelque chose. Et j'aime bien ce contraste-là et cette tension du silence aussi. Est-ce qu'il y a une dernière question ou deux? Oui, allez-y, monsieur. Compris par les adultes qui sont au final un peu personnages secondaires dans le film. Et là, c'est le premier là-dessus, c'était vraiment très particulier comme présentation, assez littéraire. Et j'avais juste une question aussi, si vous trouviez que c'était compliqué en 2021 de faire des films aussi singuliers, avec peut-être la peur d'avoir tellement de références que c'est au final plus. Est-ce que vous avez peur d'être trop comparé à des références, ou c'est justement plus de soutien pour faire ce genre de choses? Si c'est difficile de faire ce genre de film, de le financer, c'est ça la question?
Non, par rapport Est-ce que faire un film aussi la question de monsieur, hein, je me permets de paraphraser, est-ce que le film, d'après toi, n'a pas comment dire, souffert d'avoir trop de références ou c'est ça, non? Non, justement, enfin, le fait par exemple, encore comparé, mais Titan a aussi été très très comparé aux références et c'est peut-être plus simple de nos jours d'être soutenu financièrement et que ça fait des soutiens financiers à faire un film plus sérieux. Si vous avez été soutenu, moi, en fait, les références, comme j'expliquais tout à l'heure, j'essaie de les éviter parce que je voulais créer quelque chose de plus singulier. Mais je sais que pour le financement et après pour la sortie d'un film, il faut que ma productrice, il faut qu'elle trouve des références pour vendre le film auprès du financement ou pour que les gens le situent dans le marché, ce genre de choses. Mais heureusement, je peux éviter tout ça. Et en Norvège, le système de financement, c'est comme le CNC norvégien, le CNC en France. C'est vraiment, il faut un projet avec des ambitions artistiques pour qu'on déclenche l'argent de base au moins. Donc, c'est pas important que ça soit un film de genre ou le vendre comme un film de genre. On n'a pas vraiment de subvention pour ce genre de film. Donc, il faut le faire vraiment hyper commercial ou sans budget, ce genre de film. Pour moi, c'était vraiment je le fais et je le finançais comme un film d'auteur en Norvège. Et puis après, quand les journalistes en parlent, comme ils parlent de Titan, ils trouvent des références partout. Les films se communiquent, c'est comme ça qu'on parle. Je ne sais pas si ça a répondu à ta question. Une dernière question? L'affiche est particulièrement soignée, je trouve. Elle est magnifique. Merci, je l'aime beaucoup. La limitation entre jeu et mort, c'est particulièrement intriguant. Bravo. Merci. C'est pas moi qui je l'ai fait, mais je l'aime beaucoup aussi. Il y avait... Oui. Dans quelle ville de Norvège avez-vous tourné le film? C'est à l'est d'Oslo. À l'est d'Oslo, pas à Oslo, mais à l'est. Non, c'est à Oslo, mais c'est à l'est. c'est vraiment le marge d'Oslo. C'est au-delà que le forêt. En fait. Et pourquoi on ne voit pas les fjords? Les fjords, c'est à l'ouest de la Norvège, c'est loin. Ah, c'est loin. Ouais. Ah, dommage. Allez-y, madame. En fait, j'étais déjà en train d'écrire ce film quand j'ai lu un entretien avec une romancière norvégienne qui s'appelle Ulla Nielsen. J'imagine que ses livres ont été traduits en France parce que elle est vraiment super. Et elle en a fait deux livres après, en fait. Mais la première fois qu'elle en a parlé, c'était dans cet entretien. Elle en parlait de manière hyper honnête de son fils qui avait un autisme très sévère, mais elle appelait ça de l'autisme régressif. Donc jusqu'à 3 ans, 4 ans, son fils parlait, communiquait à un enfant normal. Et puis à 4 ans, il a perdu le langage et s'est enfermé. Et j'ai lu ça et sa manière d'en parler, et ça m'a bouleversé. Pour moi, en tant que parent, pour moi, ça c'est un film d'horreur. C'est vraiment parce que si tu as un enfant qui est né autiste, c'est facile de l'aimer tel quel. Mais si tu perds ton enfant comme ça, tu vas toujours t'en douter qu'à l'intérieur de cet enfant, il a quelque chose, il est là, il est enfermé. Ce serait un deuil très très difficile, je trouve. Et ça m'a resté. J'ai pensé très très longtemps, et puis je me dis peut-être ça a une place dans ce film en fait, parce que je suis en train de faire un film sur
sur comment dire, le monde secret, le monde fermé de l'enfance, et qu'est-ce qu'il y a de plus fermé pour les adultes qu'un enfant avec un autisme très sévère, sans langage, comme ce personnage-là. Et à partir de ça, il avait plein d'idées qui me sont venues, mais aussi de re-rencontrer un peu cette histoire qu'a vécue cette romancière, mais dans un contexte complètement différent. Donc, c'était ça l'inspiration. On va s'arrêter là. Est-ce qu'il y a un dernier mot, si tu veux conclure, non? Non, merci d'être venu, hein, c'est sympa, lundi soir. Donc, non, c'est super, merci beaucoup. Merci pour les questions. Merci à toi, merci à vous.